Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours existé à la périphérie du monde de ma famille, une observatrice silencieuse plutôt qu'une participante. Dans notre appartement parisien du 15e arrondissement, les conversations du dîner coulaient autour de moi comme l'eau autour d'un rocher, mes opinions, mes rêves et mes réussites disparaissaient sous des vagues d'indifférence. Chaque anniversaire passait avec le plus faible signe de reconnaissance, jamais l'étincelle de fierté que je désirais tant. Papa, directeur commercial dans une entreprise pharmaceutique, rentrait chaque soir avec des histoires de réunions importantes et de clients impressionnants. Maman, professeure de littérature à la Sorbonne, remplissait nos soirées de discussions sur Proust et Baudelaire. Et puis il y avait Claire, ma sœur aînée, l'étoile brillante de la famille Dumont. Ses notes impeccables au lycée Henri IV, ses talents au piano, sa beauté forte qui attirait tous les regards, tout cela semblait éclipser ma présence discrète. Sophie a encore eu un 18 en mathématiques, annonçait parfois maman, comme une pensée secondaire, avant de retourner rapidement aux exploits de Claire qui venait d'être acceptée au conservatoire. Personne ne demandait jamais comment j'avais obtenu cette note, ni le travail acharné que j'y avais consacré dans ma chambre au papier peint défraîchi. À 12 ans, j'ai commencé à tenir un journal intime, caché sous mon matelas. J'y notais méticuleusement chaque petit succès, chaque moment de fierté personnelle que personne d'autre ne célébrait. Aujourd'hui, j'ai résolu le problème le plus difficile en classe, écrivais-je. Monsieur Leroy a dit que ma solution était élégante, point. Ces mots, griffonnés dans mon carnet à couverture bleue, constituaient mon seul public. À l'adolescence, leur indifférence était devenue une douleur familière, que j'avais appris à avaler entière. Les dîners du dimanche chez grand-mère à Neuilly-sur-Seine étaient particulièrement éprouvants, une parade de compliments pour Claire, tandis que je servais le fromage et débarrassais les assiettes, presque invisibles. Ta sœur ira loin, répétait grand-père en tapotant la main de Claire, son alliance en or brillant sous la lumière du lustre en cristal. Je souriais poliment, comme on me l'avait appris, tout en sentant une pierre froide se loger dans ma poitrine. Au lycée Pasteur, je me suis réfugiée dans les livres et les études. La bibliothèque municipale de Boulogne-Billancourt est devenue mon sanctuaire, un endroit où personne ne me comparait à Claire, où les livres ne me jugeaient pas et où mes pensées avaient enfin de l'importance. J'y passais des heures après les cours, plongée dans des ouvrages d'économie, de gestion et de marketing. Madame Rousseau, la bibliothécaire aux lunettes rondes et aux chignons serrés, finissait par me connaître par mon prénom. Encore des livres sur l'entrepreneuriat, Sophie, me demandait-elle avec un sourire bienveillant. Tu as de grands projets, on dirait. C'était la première fois que quelqu'un remarquait mes ambitions, et ces mots résonnaient en moi comme une douce mélodie. À la maison, les anniversaires de Claire étaient célébrés avec des gâteaux élaborés de la pâtisserie Le Nôtre et des cadeaux soigneusement emballés. Les miens passaient souvent inaperçus, ou étaient marqués par un cadeau acheté à la dernière minute, un livre que je possédais déjà ou un foulard dans une couleur que je n'aimais pas. Pour mes 16 ans, j'ai reçu un agenda que maman avait obtenu gratuitement à une conférence universitaire, encore marqué du logo de l'événement. Cette nuit-là, recroquevillée sous ma couette, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, je construirais quelque chose de si extraordinaire qu'il leur serait impossible de m'ignorer. Cette résolution silencieuse s'est transformée en une détermination d'acier qui guidait chacun de mes pas. Le baccalauréat est arrivé, et j'ai obtenu une mention très bien que mes parents ont à peine remarquée, trop occupés par le récital de Claire à la salle Pleyel. Je suis entrée à HEC Paris, l'une des écoles de commerce les plus prestigieuses, grâce à une bourse d'études que j'avais obtenue seule, en remplissant des dossiers tard le soir après avoir aidé à la vaisselle familiale. Dans les amphithéâtres imposants de HEC, je m'asseyais toujours au premier rang, absorbant chaque mot de mes professeurs comme une éponge assoiffée. Je prenais des notes méticuleuses, posais des questions pertinentes et restais après les cours pour des discussions approfondies. Le professeur Moreau, spécialiste en stratégie d'entreprise, m'a prise sous son aile après m'avoir remarqué lors d'un débat particulièrement animé sur les modèles économiques innovants. Vous avez un esprit analytique remarquable, mademoiselle Dumont, m'avait-il dit en me rendant un devoir noté 19/20. Et une détermination peu commune. Ces paroles avaient alimenté mon feu intérieur, me poussant à travailler encore plus dur, à viser encore plus haut. Pendant ce temps, à la maison, rien n'avait changé. Lors des dîners de famille,
quand je tentais de parler de mes études, la conversation revenait invariablement à Claire et sa carrière prometteuse de pianiste. Mes parents hochaient distraitement la tête à mes nouvelles, comme si j'évoquais la météo ou un fait divers sans importance. Cette indifférence, autrefois douloureuse, se transformait lentement en carburant pour mon ambition. Chaque regard absent, chaque question non posée, chaque félicitation manquée, tout cela alimentait ma résolution de bâtir quelque chose qui me rendrait enfin visible à leurs yeux. Dans le métro parisien bondé, en route vers mes cours, je rêvais d'un avenir où mon nom serait connu, où mon succès brillerait si fort qu'il serait impossible à ignorer. Ce n'était plus seulement une question de reconnaissance familiale, c'était devenu une quête personnelle, une promesse que je me faisais à moi-même. Le soir, dans ma petite chambre d'étudiante à Jouy-en-Josas, je dessinais des plans d'affaires à la lueur de ma lampe de bureau, imaginant l'entreprise que je bâtirais un jour. Je ne savais pas encore exactement quelle forme elle prendrait, mais je savais qu'elle serait exceptionnelle, tout comme la partie de moi que ma famille n'avait jamais pris le temps de découvrir. Mon diplôme de HEC en poche, j'ai accepté un poste chez Deloitte à la Défense, un choix sûr, respectable, exactement ce qu'on attendait d'une diplômée comme moi. Mes parents ont légèrement haussé les sourcils quand je leur ai annoncé la nouvelle, presque surpris que j'aie décroché un emploi dans un cabinet si prestigieux. Un rare moment de fierté paternelle a traversé le regard de papa, avant d'être rapidement éclipsé par l'annonce que Claire avait été sélectionnée pour un concert à la Philharmonie de Paris. Ce soir-là, j'ai signé le bail de mon premier appartement, un 2 pièces modeste mais lumineux dans le 11e arrondissement, rue Oberkampf. L'immeuble haussmannien avait vu de meilleurs jours, l'ascenseur tombait régulièrement en panne, et les voisins du dessus semblaient répéter des scènes de danse contemporaine à des heures impossibles. Mais c'était à moi, mon premier espace véritablement personnel. La journée, je portais des tailleurs gris et des chaussures inconfortables, analysant des tableaux Excel et préparant des présentations PowerPoint pour des clients qui ne retenaient jamais mon prénom. Je souriais poliment lors des réunions d'équipe, acquiesçais aux blagues douteuses de mon supérieur, et acceptais sans broncher de rester tard quand les deadlines approchaient. J'étais l'employé modèle, invisible mais efficace, un rôle que je connaissais trop bien. Mais chaque soir, dès que je franchissais le seuil de mon appartement, une métamorphose s'opérait. Je troquais mon tailleur contre un jean confortable, attachais mes cheveux en un chignon désordonné, et transformais ma petite table de cuisine en quartier général d'une ambition secrète. L'idée m'était venue lors d'un voyage d'affaires à Marseille. Face à la Méditerranée scintillante, j'avais observé des groupes de touristes suivant docilement leurs guides, armés d'audioguides génériques et de plans touristiques identiques. Il devait exister une autre façon de voyager, me disais-je, une expérience plus authentique, plus personnalisée, mais accessible à tous. Voyage authentique est né cette nuit-là, griffonné sur un carnet de notes de l'hôtel Mercure. Mon concept était simple mais innovant, une agence de voyage spécialisée dans les expériences locales authentiques, connectant les voyageurs directement avec des habitants passionnés par leur région. Les 6 premiers mois furent un tourbillon d'activités frénétiques. Je travaillais chez Deloitte de 9h à 19h, puis consacrais mes soirées et week-ends à mon projet. Mon petit salon était devenu un chaos organisé de cartes, de dossiers et de notes. Mon ordinateur portable ronronnait jusqu'aux premières lueurs de l'aube, tandis que je construisais un site web, contactais des partenaires potentiels, et élaborais des stratégies marketing. Ma première cible fut la Provence. J'avais rencontré Mathieu, un guide passionné d'histoire locale, lors de mon séjour à Marseille. Après des heures de conversation téléphonique, il avait accepté de devenir mon premier hôte local. J'ai ensuite contacté Jeanne, une herboriste d'Aix-en-Provence, Laurent, un vigneron près d'Avignon, et Marie-Claire, une chef à domicile spécialiste de la cuisine provençale. « Votre idée est rafraîchissante », m'avait dit Mathieu au téléphone. Les touristes en ont assez des visites impersonnelles. Ils veulent des histoires, des rencontres, des moments qu'ils ne pourraient pas vivre autrement. Ces mots m'avaient confirmé que j'étais sur la bonne voie. Chaque nuit, je travaillais d'arrache-pied sur mon business plan, peaufinant les détails, calculant les marges, identifiant les risques. J'avais économisé une partie de mon salaire chez Deloitte, pas assez pour lancer l'entreprise à grande échelle, mais suffisamment pour créer une plateforme web fonctionnelle et financer quelques voyages de repérage. Un samedi pluvieux de novembre, j'ai pris le TGV pour Marseille, mon premier voyage officiel pour un voyage authentique. J'ai passé le week-end à naviguer entre les ruelles du Panier,
à goûter les spécialités locales chez des restaurateurs passionnés, et à discuter avec Mathieu des itinéraires possibles. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, je prenais des notes détaillées et révisais mon modèle économique. De retour à Paris, épuisé mais exalté, j'ai croisé mes parents venus déjeuner chez Claire dans le Marais. Ils m'ont à peine demandé où j'étais allée, supposant un week-end de détente ordinaire. J'ai souri, gardant mon secret comme un trésor précieux. Leur indifférence, autrefois blessante, était désormais presque comique s'ils savaient ce que je bâtissais dans l'ombre. Les premiers clients arrivèrent au printemps suivant, un couple de Canadiens qui avaient découvert mon site grâce à un article de blog sur les voyages alternatifs. Ils cherchaient une expérience authentique en Provence, loin des sentiers battus. J'ai organisé leur séjour d'1 semaine, tremblante d'excitation et d'appréhension. Ils sont revenus enchantés, laissant un témoignage dithyrambique qui a attiré d'autres voyageurs. Progressivement, le bouche à oreille a fait son œuvre. J'ai commencé à recevoir des demandes d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne, puis des États-Unis et du Japon. Chaque soir, après ma journée chez Deloitte, je répondais aux emails, affinais des itinéraires, et négociais avec de nouveaux partenaires locaux. Mon réseau s'étendait maintenant à la Bretagne, au Pays Basque, à la Bourgogne et à la Côte d'Azur. J'ai embauché ma première assistante, Léa, une étudiante en tourisme qui travaillait à temps partiel depuis son studio à Lyon. Nous communiquions essentiellement par Skype et email, mais son aide était précieuse pour gérer le volume croissant de demandes. « Tu devrais vraiment te consacrer à temps plein à cette entreprise », m'avait-elle dit un soir, impressionnée par le chiffre d'affaires mensuel que je lui avais révélé. « Tu as créé quelque chose d'unique, Sophie. » Mais je n'étais pas prête à franchir ce pas. Mon emploi chez Deloitte représentait encore une sécurité, un ancrage dans le monde normal que ma famille comprenait et respectait. Et puis, il y avait une certaine poésie à mener cette double vie, consultante le jour, entrepreneur la nuit. La deuxième année, j'ai élargi mon offre à l'Italie et à l'Espagne. Mes week-ends étaient désormais consacrés à des voyages éclairs pour rencontrer de nouveaux partenaires à Florence, Barcelone ou Séville. Je dormais peu, vivais sur le fil du rasoir, mais l'adrénaline du succès compensait largement la fatigue. Un soir de décembre, alors que je jonglais entre les réservations de dernière minute pour les vacances de Noël, mon téléphone a sonné. C'était Claire, m'invitant au dîner de Noël chez nos parents. « Tu as l'air épuisé ces derniers temps », a-t-elle remarqué. « Tu travailles trop chez Deloitte ?» J'ai souri, savourant mon secret. « Oh, tu sais, c'est la fin d'année, beaucoup de dossiers à boucler. » Au dîner de Noël, alors que Claire racontait sa tournée récente en Allemagne, j'ai discrètement vérifié mon téléphone sous la table. 3 nouvelles réservations étaient arrivées, un groupe d'Américains pour la route des vins de Bourgogne, une famille japonaise pour un séjour immersif dans un village breton, et un couple australien pour une expérience gastronomique en Dordogne. « Sophie, range ce téléphone », a soupiré maman. « Deloitte peut sûrement se passer de toi pour un soir. » J'ai acquiescé, glissant l'appareil dans ma poche avec un petit sourire. Si seulement il savait que le chiffre d'affaires mensuel de ma petite entreprise dépassait maintenant mon salaire annuel chez Deloitte. La 3e année a marqué un tournant. J'ai engagé 2 employés à temps plein, Thomas, un ancien guide touristique reconverti en responsable des partenariats, et Amélie, une jeune diplômée en marketing digital. Nous avons loué un petit bureau dans le 2e arrondissement, que je visitais pendant ma pause déjeuner ou après le travail. Mon père a levé un sourcil interrogateur quand j'ai mentionné avoir acheté un appartement dans le 9e arrondissement, près de Pigalle. « Deloitte paie si bien que ça ?» a-t-il demandé, sceptique. J'ai fait quelques bons investissements, ai-je répondu vaguement, savourant ce moment de curiosité rare. La vérité était que Voyage Authentique avait explosé. Nous avions été mentionnés dans Condé Nast Traveler, recommandés par des influenceurs de voyages prestigieux, et même approchés par un groupe hôtelier international pour un potentiel partenariat. Mon petit projet secret était devenu une entreprise florissante, générant des millions d'euros de chiffre d'affaires. Le jour où la valorisation de Voyage Authentique a dépassé les 200 millions d'euros, j'étais seule dans mon bureau du 8e arrondissement, un espace élégant avec vue sur la place de la Madeleine que nous occupions depuis 6 mois. L'email de mon conseiller financier est arrivé à 15h04 précisément, un mardi ordinaire de septembre. Félicitations, Sophie. Les chiffres sont confirmés.
214 millions d'euros. Nous devrions discuter des prochaines étapes. Dîner ce soir chez Allard? J'ai fixé l'écran, incapable de bouger. Une émotion si profonde m'a submergée que j'en ai presque pleuré. Ce n'était pas l'argent lui-même qui me bouleversait, mais la connaissance que j'avais créé cette valeur à partir de rien d'autre que ma détermination et ma vision. Le sentiment d'invisibilité qui m'avait accompagné toute ma vie commençait enfin à se fissurer. J'ai débouché une bouteille de champagne Ruinart que je gardais dans mon petit réfrigérateur pour les occasions spéciales. Les coupes en cristal que j'avais achetées chez Baccarat lors d'une rare folie attendaient ce moment. J'ai versé le champagne doré, regardant les bulles danser vers la surface, et j'ai trinqué avec mon reflet dans la fenêtre. « À toi, Sophie Dumont », ai-je murmuré. « À tout ce que tu as bâti. » Thomas, mon directeur des opérations, a frappé doucement à la porte. « Je ne veux pas te déranger, mais nous avons reçu une demande particulière. Un chèque des Émirats souhaite une expérience Ultraluxe en Côte d'Azur. Budget illimité. J'ai pensé que tu voudrais superviser personnellement. » J'ai souri, lui tendant une coupe de champagne. « Nous célébrons aujourd'hui, Thomas. La valorisation est confirmée. » Ses yeux se sont écarquillés. Il a levé son verre. À Voyage authentique et à son extraordinaire fondatrice. Plus tard ce soir-là, attablé dans l'atmosphère feutrée du restaurant Allard, j'ai écouté Eric, mon conseiller financier, m'exposer les options qui s'offraient à moi. « Tu as des propositions d'acquisition de 3 groupes majeurs », a-t-il expliqué en découpant délicatement son canard aux olives. « Mais honnêtement, Sophie, tu n'as pas besoin de vendre. Ta croissance est phénoménale, ton modèle économique solide, et tu as à peine effleuré le marché asiatique. » J'ai fait tourner le vin rouge dans mon verre, appréciant ses reflets profonds à la lueur des bougies. « Je n'ai pas l'intention de vendre, Eric. Ce n'est pas qu'une question d'argent pour moi. » Il a hoché la tête, compréhensif. Je m'en doutais. Alors parlons expansion. Europe de l'Est? Amérique du Sud? Ou peut-être renforcer notre présence au Japon? Cette conversation surréaliste contrastait tellement avec le dîner familial auquel j'avais assisté le dimanche précédent. Alors qu'Eric et moi discutions de stratégie d'expansion internationale, mes parents avaient passé tout le repas à s'extasier sur le nouveau poste de professeur de clerc au Conservatoire de Paris, une réussite indéniable, certes, mais qui semblait bien modeste comparée à l'empire que j'avais bâti dans l'ombre. « Sophie, tu es bien silencieuse », avait remarqué ma mère, me surprenant en pleine réflexion sur l'ouverture potentielle d'un bureau à Tokyo. « Pardon, je pensais au travail », avais-je répondu, ce qui n'était pas un mensonge. « Toujours chez Deloitte », avait demandé mon père, réalisant soudain qu'il ne savait même pas où je travaillais exactement. « Tu devrais peut-être envisager un changement. 7 ans dans la même entreprise, ça peut sembler stagnant. » J'avais retenu un rire nerveux. Si seulement il savait que j'employais maintenant 42 personnes réparties dans 8 pays, que mes bureaux parisiens occupaient tout un étage d'un immeuble haussmannien, et que je venais de refuser une offre d'acquisition de 150 millions d'euros. « J'aime la stabilité », avais-je simplement répondu. De retour dans mon appartement, après le dîner avec Eric, j'ai ouvert les portes-fenêtres de mon balcon et contemplé Paris illuminé. La tour Eiffel scintillait dans le lointain, un rappel constant que les rêves pouvaient devenir réalité dans cette ville. Mon téléphone a vibré, un message de Naoko, ma nouvelle directrice pour le marché asiatique, confirmant la signature d'un partenariat exclusif avec un réseau de ryokan traditionnel japonais. Un sentiment étrange m'a envahi, un mélange d'accomplissement immense et de solitude profonde. J'avais bâti quelque chose d'extraordinaire, mais personne dans ma famille ne le savait. Cette réussite, que tant admirait dans le milieu professionnel, restait invisible aux yeux de ceux dont l'approbation m'avait tant manqué. Pour la première fois, je me suis demandé pourquoi je gardais encore ce secret. Était-ce par habitude? Par peur? Ou peut-être par une forme perverse de revanche, accumuler silencieusement des preuves de ma valeur pour un jour les submerger? Le lendemain matin, dans la salle de conférence baignée de lumière de nos bureaux, j'ai réuni l'équipe de direction pour annoncer nos plans d'expansion. Amélie, Thomas, Victor, Juliette et Naoko en visioconférence depuis Tokyo, ces personnes talentueuses qui avaient cru en ma vision et contribué à son succès. Nous allons ouvrir 3 nouveaux bureaux au cours de l'année à venir, ai-je annoncé,
pointant vers la carte du monde affichée sur le mur. Rome, Tokyo et Buenos Aires. Notre objectif est d'atteindre 100 collaborateurs d'ici 18 mois et de doubler notre chiffre d'affaires. Leurs visages reflétaient l'excitation, la détermination, et une confiance absolue en ma capacité à réaliser ces objectifs ambitieux. Cette confiance me touchait profondément. Ces professionnels accomplis me voyaient comme je souhaitais être vue, visionnaire, compétente, inspirante. Une dernière chose, ai-je ajouté, prenant une décision soudaine. Je démissionne officiellement de Deloitte aujourd'hui. Des exclamations de surprise ont fusé autour de la table. Malgré le succès phénoménal de l'entreprise, j'avais toujours maintenu cette façade consultante le jour, PDG la nuit. Il était temps, non, a souri Thomas. Ça fait quoi, 3 ans que tu n'as pas vraiment besoin de ce salaire? 4, ai-je corrigé en riant. Mais ce n'était pas une question d'argent. Cet après-midi-là, j'ai remis ma démission à mon supérieur chez Deloitte. Son incompréhension face à ma décision de tenter l'aventure entrepreneuriale m'a presque fait rire. Si seulement il savait que mon projet risqué générait déjà un chiffre d'affaires annuel supérieur à celui de son département entier. Je peux te proposer une promotion, a-t-il suggéré, visiblement désarçonné par ma démission inattendue. Senior manager, une équipe plus importante. Merci, mais ma décision est prise, ai-je répondu avec un sourire serein. J'ai un projet qui me tient à cœur. En quittant l'immeuble de la Défense pour la dernière fois, j'ai ressenti un mélange de libération et de vertige. Une partie de ma vie double prenait fin désormais, je serais pleinement et uniquement Sophie Dumont, fondatrice et PDG de Voyages Authentiques. Le soir même, j'ai reçu un appel de Claire. Maman m'a dit que tu avais quitté ton travail? Tout va bien? Sa voix trahissait une inquiétude sincère. Tout va très bien, ai-je répondu, me demandant comment expliquer simplement cette situation complexe. J'ai décidé de me consacrer entièrement à mon entreprise. Un silence surpris a suivi. Ton entreprise? Tu as créé une entreprise? Depuis quand? J'ai hésité, calculant mentalement. 7 ans, en fait. 7 ans? Mais, pourquoi tu n'as jamais rien dit? C'était une question légitime, mais la réponse était trop compliquée, trop chargée émotionnellement pour un simple appel téléphonique. Comment expliquer qu'être invisible m'avait paradoxalement donné la liberté de construire quelque chose d'immense, sans attente ni jugement? C'est une longue histoire, ai-je finalement répondu. Peut-être qu'on pourrait dîner ensemble cette semaine? Juste toi et moi. 2 jours plus tard, attablé face à Claire dans un petit restaurant du Marais, j'ai enfin commencé à partager mon secret. Je lui ai parlé des débuts modestes de Voyages Authentiques, de sa croissance exponentielle, des défis et des victoires. Son expression oscillait entre l'incrédulité et l'admiration. Mais pourquoi le cacher, a-t-elle demandé, perplexe. C'est extraordinaire, Sophie. J'ai fait tourner mon verre de vin, cherchant les mots justes. Au début, c'était parce que je n'étais pas sûre de réussir. Ensuite, je suppose que j'ai pris l'habitude d'être invisible. De ne pas compter. Sa main s'est posée sur la mienne, son expression soudain grave. Tu as toujours compté, Sophie. J'ai été aveugle, nous l'avons tous été. Je suis désolée. Ces mots, simples mais sincères, ont touché quelque chose de profond en moi. Pour la première fois depuis l'enfance, je me suis sentie vraiment vue par un membre de ma famille. La semaine suivante, Claire m'a invitée à déjeuner, une surprise m'attendait. J'ai réservé pour 4, a-t-elle expliqué en voyant mon expression confuse. Maman et papa nous rejoignent. Je pense qu'il est temps qu'ils découvrent qui tu es vraiment. Une panique soudaine m'a envahie. Tu leur as dit? Non, a-t-elle répondu avec un petit sourire. J'ai simplement mentionné que tu avais des nouvelles importantes à partager. C'est ton histoire, Sophie. À toi de la raconter. Ce déjeuner a été surréaliste, voir l'expression de mes parents passer de la curiosité polie à l'incrédulité, puis à une fierté tardive mais sincère. Mon père, habituellement si réservé, m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis mon enfance. Je ne comprends pas pourquoi tu ne nous as rien dit, a murmuré ma mère, les yeux brillants de larmes. Nous aurions été si fiers.
Je n'en étais pas certaine, ai-je répondu honnêtement. Cette révélation a changé quelque chose entre nous, pas tout, pas immédiatement, mais suffisamment pour créer une ouverture. Je n'étais plus l'enfant silencieuse dans l'ombre de sa sœur brillante. J'étais Sophie Dumont, une femme qui avait bâti un empire dans le secret et qui, enfin, sortait à la lumière. 6 mois s'étaient écoulés depuis ma conversation avec mes parents. Notre relation avait évolué maladroitement, par petites touches, comme un tableau impressionniste prenant forme. Des appels téléphoniques plus fréquents, des questions sincères sur mon entreprise, des dîners où, pour la première fois, j'étais invitée à partager mes expériences. Cette nouvelle dynamique restait fragile, parsemée de vieilles habitudes et de non-dits, mais elle existait. Claire, quant à elle, m'avait surprise par sa capacité à reconnaître son rôle involontaire dans mon invisibilité. Elle avait insisté pour visiter mes bureaux, rencontrer mon équipe, comprendre ce monde que j'avais bâti loin des regards familiaux. « C'est incroyable ce que tu as accompli », m'avait-elle dit, admirant la vue depuis mon bureau sur la place de la Madeleine. Je n'aurais jamais eu ce courage, cette vision. Un matin d'avril, elle m'a appelé, sa voix vibrant d'excitation. Antoine m'a demandé en mariage. Hier soir, sur la passerelle des Arts, avec un violoncelliste et tout. Antoine était son compagnon depuis 3 ans, un architecte talentueux rencontré lors d'un projet de rénovation du conservatoire. Un homme calme et attentionné qui la regardait jouer du piano avec une admiration qui me rappelait celle que j'avais tant cherchée dans les yeux de mes parents. « C'est merveilleux », ai-je répondu sincèrement. « Je suis si heureuse pour toi. »« Et Sophie, j'aimerais que tu sois ma témoin », a-t-elle poursuivi, me prenant au dépourvu. « Je sais que nous avons eu nos différends, mais tu es ma sœur, et personne d'autre ne pourrait remplir ce rôle. » J'ai senti une émotion inattendue me serrer la gorge. Pendant tant d'années, j'avais accepté d'être l'accessoire dans la vie de Claire, celle qui applaudissait dans l'ombre, qui souriait poliment au récital, qui s'effaçait pour laisser briller l'étoile de la famille. Et voilà qu'elle me demandait d'être à ses côtés, au premier plan. En ce jour crucial. J'en serais honorée, ai-je répondu, surprise par ma propre sincérité. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de préparatifs. Claire avait choisi la chapelle expiatoire pour la cérémonie, un joyau néoclassique niché dans le 8e arrondissement, et le pavillon Ledoyen pour la réception. Entre les rendez-vous chez Pronuptia pour les essayages, les dégustations de menus avec le chef étoilé Yannick Aleno, et les consultations avec la wedding planée, nous avons partagé plus de temps en quelques mois qu'au cours des dernières années. Un soir, après une dégustation de champagne chez Veuve Clicquot, Claire m'a posé une question qui m'a désarçonnée. « Comment vas-tu présenter Voyage authentique au mariage ? Tout le monde sera curieux, tu sais. » Je n'avais pas réfléchi à cet aspect. Malgré la réconciliation amorcée avec ma famille, l'idée de parler ouvertement de mon succès restait inconfortable. Je ne pensais pas en parler, ai-je admis. « C'est ton jour, Claire. Je serai là en tant que ta sœur, pas en tant que PDG. » Elle a secoué la tête, faisant danser ses boucles dorées. « Ne fais pas ça, Sophie. Ne te cache pas, pas cette fois. Tu mérites d'être vue pleinement pour qui tu es. » Cette conversation a fait naître une idée audacieuse, presque provocatrice, que j'ai gardée secrète jusqu'au grand jour. Le matin du mariage s'est levé, baigné d'une lumière dorée typique des étés parisiens. L'appartement haussmannien que Claire et Antoine avaient récemment acquis dans le 16e arrondissement bourdonnait d'activités. Coiffeurs, maquilleurs, fleuristes et photographes se croisaient dans un ballet organisé par la wedding planée. Claire, assise devant sa coiffeuse, resplendissait déjà. Sa robe lors de Sagazan, d'une élégance simple et intemporelle, semblait flotter autour d'elle. Je l'ai observée en silence, admirant sa beauté sereine, me demandant si mon cadeau serait perçu comme un geste d'amour ou comme une tentative maladroite de voler sa lumière. « Et tu es magnifique », ai-je murmuré, notre regard se croisant dans le miroir. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'émotion. « Toi aussi, Sophie. Cette robe te va à ravir. » Ma robe, une création sur mesure d'Alexis Mabille dans un bleu profond, avait été choisie avec soin pour compléter ma silhouette sans attirer trop l'attention. Je portais les perles de grand-mère, celles qu'elle m'avait léguées à sa mort, pour ma plus grande surprise, avec une lettre me disant qu'elle avait toujours vu ma force silencieuse. « J'ai quelque chose pour toi », ai-je dit, sortant une petite enveloppe de mon sac.
Pas pour maintenant. Pour plus tard, quand tu auras un moment calme. Claire a pris l'enveloppe, intriguée. Qu'est-ce que c'est? Une promesse, ai-je répondu énigmatiquement. Je la glisserai dans ton bouquet. Tu pourras la lire quand tu voudras. La cérémonie a été émouvante, les vœux échangés sous les colonnes majestueuses de la chapelle, la musique du quatuor à cordes s'élevant vers la coupole, les larmes discrètement essuyées par notre père, d'habitude si réservé. J'ai rempli mon rôle de témoin avec grâce, remettant les alliances au moment venu, signant le registre d'une main assurée. Mais c'est lors de la réception au pavillon Ledoyen que tout a basculé. Le dîner touchait à sa fin, un festin gastronomique digne des plus grandes occasions. Les tables rondes, drapées de lin blanc et décorées de pivoine et d'hortensia, accueillaient 150 invités triés sur le volet. La famille d'Antoine, originaire de Bordeaux, s'était déplacée en nombre. Des musiciens renommés, collègues de Claire au conservatoire, conversaient avec des architectes prestigieux, partenaires d'Antoine. Nos cousins, oncles et tantes, amis d'enfance et relations diverses complétaient ce tableau élégant. Claire, rayonnante au bras de son nouvel époux, naviguait entre les tables, s'arrêtant pour échanger quelques mots avec chaque invité. Je l'observais discrètement, savourant sa joie évidente, quand je l'ai vu s'arrêter soudainement, l'enveloppe que j'avais glissée dans son bouquet maintenant ouverte entre ses mains. Son expression a changé, surprise, puis choc, puis une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. Elle a cherché mon regard à travers la salle, et quand nos yeux se sont rencontrés, j'ai su qu'elle venait de découvrir la vérité. L'enveloppe contenait une simple carte aux lettres dorées, révélant la valorisation exacte de Voyage Authentique 214 millions d'euros et une ligne manuscrite, mon cadeau de mariage, un voyage n'importe où dans le monde, pour vous deux, organisé personnellement par moi. Sans limite de budget ou de durée. Claire a murmuré quelque chose à Antoine, lui montrant la carte. Son expression à lui aussi s'est transformée en stupéfaction. Puis, à ma grande surprise, elle a fait signe au maître d'hôtel qui a doucement teinté son verre pour réclamer l'attention de l'assemblée. La salle s'est tue progressivement, tous les regards se tournant vers la mariée. Claire, tenant toujours ma carte dans sa main, a pris une profonde inspiration. « Je voudrais porter un toast », a-t-elle dit, sa voix claire portant jusqu'au fond de la salle. « À ma sœur extraordinaire, Sophie. » Un murmure surpris a parcouru l'assemblée. Ce n'était pas dans le programme prévu. Beaucoup d'entre vous la connaissent comme ma petite sœur discrète, celle qui a toujours été dans l'ombre pendant que je m'épanouissais sous les projecteurs. Ce que vous ne savez pas, ce que même notre famille ignorait jusqu'à récemment, c'est que pendant que je jouais du piano sur les scènes européennes, Sophie bâtissait silencieusement un empire. Elle a levé la carte, comme une preuve. Ma sœur est la fondatrice et PDG de Voyage Authentique, une entreprise valorisée à plus de 200 millions d'euros, qu'elle a créée seule, sans aide ni reconnaissance. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les invités se sont tournés vers moi, stupéfaits. J'ai vu mes parents, figés à leur table, leurs expressions oscillant entre la fierté tardive et une culpabilité évidente. Et pourtant, a poursuivi Claire, les larmes aux yeux, au lieu de nous reprocher notre aveuglement, elle m'offre aujourd'hui le cadeau le plus généreux qu'on puisse imaginer. Sophie, ma sœur, merci de me pardonner de ne pas t'avoir vue. Aujourd'hui, nous te voyons tous. La salle entière s'est levée dans un tonnerre d'applaudissements. Des visages que je connaissais depuis l'enfance me regardaient avec un respect nouveau, une curiosité sincère. Des inconnus s'approchaient, carte de visite à la main, questions aux lèvres. Dans ce moment suspendu, alors que les conversations reprenaient autour de moi, résonnant d'incrédulité et d'admiration, j'ai ressenti une étrange combinaison d'émotions. La satisfaction d'être enfin reconnue se mêlait à une certaine mélancolie. Pourquoi avait-il fallu un chiffre impressionnant pour que ma valeur soit enfin perçue? Claire s'est approchée, m'enlaçant avec une tendresse rare. « Pardonne-moi », a-t-elle murmuré à mon oreille. « J'aurais dû voir ta lumière bien plus tôt. » Je l'ai serrée contre moi, réalisant que ce jour marquait non seulement son nouveau départ, mais aussi le mien. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée dans mon appartement du 9e arrondissement avec une étrange sensation, comme si j'avais rêvé cette soirée où, en l'espace de quelques minutes, j'étais passée de l'ombre à une lumière presque aveuglante. La lumière du matin parisien filtrait à travers mes rideaux en soie, dessinant des motifs dansants sur le parquet ancien.
J'ai tendu la main vers mon téléphone posé sur la table de chevet et découvert ce que je redoutais, un déluge de notifications. 23 appels manqués. 42 messages. Des dizaines de notifications LinkedIn, des demandes de connexion, et des emails professionnels de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Parmi eux, 5 appels de ma mère, 3 de mon père, et 7 messages de Claire. Les messages de ma mère trahissaient une panique mal dissimulée. « Sophie, appelle-moi dès que tu peux. Ma chérie, nous devons parler. Pourquoi ne pas nous avoir dit l'ampleur de ton succès ?» Et finalement, à 4h37 du matin, je n'arrive pas à dormir en pensant à tout ce que nous avons manqué. Pardonne-nous. Mon père, d'habitude si économe en mots, avait envoyé un message inhabituellement long à 2h14. « Sophie, ton vieux père a été un imbécile aveugle. J'ai toujours été fière de ta discipline et de ton intelligence, mais je n'ai jamais su comment te le montrer. Quand ta mère m'a raconté pour ton entreprise il y a quelques mois, j'ai été stupéfait, mais je pensais que c'était une petite affaire prometteuse. Après hier soir, je réalise l'ampleur de ce que tu as accompli seul. Je suis submergée de fierté et de regret. Pouvons-nous déjeuner ensemble cette semaine? Juste toi et moi. Papa. » J'ai fixé ce message, incrédule. En 32 ans, je n'avais jamais reçu une communication aussi émotionnelle de sa part. L'homme qui signait ces rares textos d'un simple « P » venait de m'écrire un paragraphe entier, terminé par « Papa », un mot qu'il n'utilisait jamais par écrit. Claire, de son côté, alternait entre excuses et gratitude. « Ce voyage que tu nous offres est trop généreux, mais nous l'acceptons avec amour. » Les invités n'arrêtaient pas de me demander des détails sur ton entreprise. J'étais si fière de dire que c'est ma petite sœur qui a bâti ça. Et puis, je repense à toutes ces années où je prenais toute la place. J'étais si centrée sur ma musique que je ne voyais pas la symphonie que tu composais silencieusement. J'ai posé le téléphone, submergée. Ces messages résonnaient comme le tintement d'une cloche marquant ma victoire et leur reconnaissance tardive. Pourtant, sous ma satisfaction évidente couvait un malaise inattendu. Leur intérêt soudain semblait transactionnel, comme si ma valeur ne s'était matérialisée à leurs yeux qu'une fois qu'elle pouvait être quantifiée. Je me suis levée, préparant machinalement un espresso dans ma machine Nespresso, puis j'ai ouvert les portes-fenêtres donnant sur mon petit balcon. En contrebas, le boulevard Haussmann s'animait progressivement, les terrasses des cafés déployant leurs parasols, les bouquinistes des grands boulevards installant leurs étals. Paris s'éveillait, indifférente à mon tumulte intérieur. Mon téléphone a sonné à nouveau. Amélie, ma directrice marketing. « Sophie, désolée de te déranger un dimanche, mais tu devrais voir ce qui se passe. Les réservations explosent depuis hier soir. Quelqu'un a tweeté sur toi pendant le mariage, apparemment un journaliste du Figaro qui était invité. L'hashtag #voyage authentique est en train de devenir viral. » J'ai raccroché, abasourdi, et ouvert Twitter. Effectivement, Julien Marchand, chroniqueur mondain que j'avais vaguement remarqué à la table des amis d'Antoine, avait partagé mon histoire. Incroyable révélation au mariage du Mont-Laurent, la sœur discrète de la mariée dévoile son empire caché de 214 M €. La success story entrepreneuriale la plus secrète de Paris. #voyage authentique, #femme entrepreneur. Son tweet avait été partagé des milliers de fois, repris par des comptes influents dans le monde des affaires et du tourisme. Des journalistes économiques demandaient déjà des interviews, des podcasts spécialisés en entrepreneuriat me sollicitaient, et même un producteur de documentaires pour Arte avait laissé un message sur le répondeur de l'entreprise. C'était le paradoxe ultime, moi qui avais construit mon succès dans l'ombre la plus complète, je me retrouvais soudain exposée à une lumière crue que je n'avais pas anticipée. L'histoire de l'entrepreneuse invisible fascinait visiblement bien au-delà du cercle familial. Le lundi matin, en arrivant à mon bureau, j'ai été accueillie par des applaudissements spontanés de toute l'équipe. Thomas avait organisé un petit déjeuner impromptu, avec viennoiserie de chez Angelina et champagne. À notre fondatrice, qui sort enfin de sa chrysalide, a-t-il lancé en levant son verre. Nous savions tous que ce jour viendrait. J'ai souri, touché par leur enthousiasme sincère, mais préoccupé par mon téléphone qui continuait de vibrer dans ma poche. Mes parents avaient appelé 3 fois pendant mon trajet en métro. À midi, n'y tenant plus, j'ai verrouillé la porte de mon bureau et j'ai appelé ma mère. « Sophie. Enfin.
Sa voix trahissait un soulagement mêlé d'anxiété. Nous commencions à nous inquiéter. Ton père n'a pas dormi de la nuit. J'avais besoin de temps, ai-je répondu simplement. Bien sûr, ma chérie, bien sûr. Sa voix s'est adoucie. Nous aimerions tant te voir. Peut-être dîner chez nous ce soir? J'ai demandé à Marie de préparer ton gratin dauphinois préféré. Marie, leur gouvernante depuis 20 ans, qui ne s'était jamais souvenue de mes préférences culinaires. Je ne peux pas ce soir, maman. J'ai une visioconférence avec nos partenaires japonais. Oh. Sa déception était palpable. Demain alors? Ou mercredi? Nous sommes tellement flexibles maintenant que ton père est à la retraite. Je vais regarder mon agenda et te tenir au courant, ai-je répondu, délibérément vague. Sophie. Sa voix s'est brisée légèrement. Je comprends si tu es en colère contre nous. Nous méritons ton ressentiment. Mais s'il te plaît, ne nous punis pas trop longtemps. Ces mots m'ont traversé comme une lame non pas par leur cruauté, mais par leur innocente manipulation. Même maintenant, elle parvenait à me faire sentir coupable d'eux. Leur donner exactement ce qu'ils m'avaient offert pendant des années, l'indifférence. Je ne vous punis pas, maman. Je gère une entreprise de 214 millions d'euros. Mon emploi du temps est simplement chargé. Un silence inconfortable a suivi, puis, bien sûr, ma chérie. Nous attendrons ton appel. Après avoir raccroché, j'ai fixé Paris par la fenêtre de mon bureau, me demandant pourquoi cette reconnaissance tant attendue me laissait un goût si amer. N'était-ce pas ce que j'avais toujours voulu? Être vue, admirée, respectée par ma famille? En début de soirée, alors que je finalisais les détails d'une nouvelle offre exclusive pour la Toscane, Claire m'a envoyé une photo elle et Antoine à l'aéroport Charles de Gaulle, prêts à s'envoler pour leur lune de miel à Santorin. Nous partons l'esprit léger, mais le cœur lourd de savoir que nous t'avons blessé pendant si longtemps. À notre retour, j'espère que nous pourrons vraiment reconstruire notre relation. Je t'aime, grande entrepreneuse de petite sœur. J'ai souri malgré moi. Claire avait toujours eu le don des mots justes. Sa reconnaissance semblait plus sincère, moins teintée d'opportunisme que celle de mes parents. Peut-être parce qu'elle avait moins à gagner, étant déjà établie dans sa propre carrière. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités professionnelles et médiatiques. J'ai décliné poliment la plupart des demandes d'interview, préférant laisser Thomas et notre attaché de presse gérer l'attention soudaine. Mais l'article du Financial Times était une opportunité trop importante pour être ignorée, une pleine page dans la section Week-end, avec photographes professionnels et journalistes renommés. Comment avez-vous géré cette double vie pendant si longtemps, m'a demandé la journaliste, une Britannique aux yeux perçants, alors que nous étions assises dans notre salle de conférence. Ce n'était pas vraiment une double vie, ai-je répondu après réflexion. Plutôt une vie complète que je choisissais de ne pas partager. Et maintenant que le secret est révélé? Comment votre famille a-t-elle réagi? J'ai hésité, cherchant les mots justes. Avec surprise. Admiration. Et peut-être une certaine dose de remords. Regrettez-vous d'avoir gardé le secret si longtemps? La question m'a prise au dépourvu par sa simplicité et sa profondeur. Non, ai-je finalement répondu. Ce silence m'a protégée. Il m'a permis de construire sans le poids des attentes ou des jugements. Cette réponse a semblé l'intriguer. Protégée de quoi, exactement? De la possibilité d'échouer aux yeux des autres, ai-je admis. De devenir visible uniquement pour disparaître à nouveau si je n'étais pas à la hauteur. En raccompagnant la journaliste à l'ascenseur, j'ai réalisé que cette conversation m'avait forcé à articuler ce que je ressentais vraiment, non pas le triomphe que j'avais anticipé, mais une ambivalence complexe face à cette reconnaissance tardive. Cette nuit-là, en rentrant dans mon appartement, j'ai trouvé un énorme bouquet de pivoine, mes fleurs préférées, avec une carte de mon père. Quand tu seras prête à parler, je serai là. Avec tout mon amour et mon admiration, papa. Ces fleurs, qui m'auraient tant touché autrefois, éveillait maintenant en moi une émotion contradictoire. L'attention que j'avais tant désirée me semblait maintenant suspecte, non pas parce qu'elle était insincère, mais parce qu'elle semblait conditionnée par ma réussite matérielle. Le téléphone a sonné une dernière fois ce soir-là, un numéro que je ne reconnaissais pas, Sophie Dumont. La voix était celle d'une femme âgée, légèrement tremblante.
Oui, c'est moi. Ici Françoise Lemaître. J'étais au mariage de votre sœur, je suis la marraine d'Antoine. Je me suis souvenu d'une dame élégante aux cheveux argentés, assise à la table d'honneur. Je ne voulais pas vous déranger, a-t-elle poursuivi, mais votre histoire m'a profondément touchée. Voyez-vous, j'ai vécu quelque chose de similaire dans les années 60. J'ai créé une maison d'édition que mon mari signait de son nom. C'était l'époque. Sa voix portait une sagesse tranquille qui m'a immédiatement apaisée. Comment avez-vous géré la reconnaissance tardive, ai-je demandé, soudain avide de comprendre. Avec grâce, ma chère. Mais aussi avec des limites claires. Le pardon est un cadeau que vous leur faites, mais votre succès reste le vôtre. N'oubliez jamais ça. Après avoir raccroché, j'ai contemplé Paris endormi depuis mon balcon, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles terrestres. Les mots de Madame Lemaître résonnaient en moi avec une clarté réconfortante. Pour la première fois depuis le mariage, je savais exactement comment je voulais répondre à ma famille. Une semaine après le mariage, j'ai finalement décidé de répondre à ma famille. Un mardi matin, assise à la terrasse du café de Flore, j'ai composé le numéro de mes parents. Le Saint-Germain-des-Prés s'animait autour de moi, touristes et habitants se croisant dans une chorégraphie urbaine familière. J'avais choisi ce lieu emblématique délibérément, un endroit public où mes émotions resteraient contenues, mais aussi un espace qui m'appartenait en quelque sorte, loin du territoire familial. Mon père a décroché à la première sonnerie, comme s'il attendait près du téléphone. Sophie. Sa voix trahissait un mélange d'espoir et d'appréhension. Bonjour, papa. Est-ce que maman est avec toi? J'aimerais vous parler à tous les deux. Un bruissement, des chuchotements, puis le cliquetis caractéristique du haut-parleur. Nous sommes là, ma chérie, a dit ma mère, sa voix légèrement métallique. J'ai pris une gorgée de mon café, observant un couple de touristes américains qui photographiaient leur petit déjeuner avec application. La banalité de cette scène contrastait étrangement avec l'importance de la conversation que j'étais sur le point d'avoir. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, ai-je commencé, ma voix plus calme et assurée que je ne l'aurais imaginé. À votre réaction, à ce que je ressens, et à ce que je veux pour l'avenir. Un silence attentif m'a répondu. Et d'abord, j'accepte vos excuses, ai-je poursuivi. Je crois en votre sincérité et je sais que vous regrettez vraiment de ne pas avoir vu qui j'étais pendant toutes ces années. Oh, Sophie. La voix de ma mère s'est brisée. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. J'ai fait une pause, choisissant soigneusement mes mots. Je ne suis pas devenue digne d'intérêt parce que mon entreprise vaut 214 millions d'euros. J'étais déjà quelqu'un d'intéressant, de valable, de digne d'attention bien avant ça. Le silence qui a suivi était lourd de compréhension douloureuse. Tu as raison, a finalement dit mon père, sa voix inhabituellement émotive. Absolument raison. Nous n'avons pas d'excuses. Je ne cherche pas d'excuses, ai-je répondu doucement. Juste une compréhension mutuelle pour avancer. Je suis prête à construire une nouvelle relation avec vous, mais pas sur les bases d'une admiration soudaine pour mon succès matériel. Je veux être aimée pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli. Nous t'aimons, Sophie, a insisté ma mère. Nous t'avons toujours aimé. Je sais que vous m'aimez, ai-je concédé. Mais vous ne m'avez pas vu. Et être invisible aux yeux de ceux qu'on aime est peut-être la forme de solitude la plus douloureuse qui soit. Cette phrase, que je n'avais pas prévue, a semblé les toucher profondément. J'ai entendu un sanglot étouffé du côté de ma mère. Comment pouvons-nous réparer cela, a demandé mon père, avec une humilité que je ne lui connaissais pas en commençant par me connaître vraiment. Pas la Sophie que vous imaginiez, pas la PDG de Voyages Authentiques, mais la personne que je suis réellement, avec mes forces et mes faiblesses, mes rêves et mes peurs. Nous avons convenu d'un dîner hebdomadaire, juste nous trois, pour réapprendre à nous connaître. Ces rencontres seraient dépourvues de questions sur mon entreprise, sauf si j'abordais le sujet moi-même. Pas d'invitation à des événements mondains où je serais exhibée comme un trophée. Pas de demande d'utiliser mes connexions ou ressources. Juste du temps passé ensemble, à renouer des liens authentiques. 2 jours plus tard, Claire et Antoine sont revenus de leur lune de miel, bronzés et rayonnants. J'ai accepté leur invitation à dîner dans leur nouvel appartement avec vue sur le parc Monceau.
La conversation a été plus facile, moins chargée d'émotions non résolues. Claire avait toujours été plus intuitive que nos parents, plus capable d'introspection. J'ai pensé à toi chaque jour à Santorin, m'a-t-elle dit alors qu'Antoine débouchait une bouteille de vin grec rapportée dans leur bagage. À toutes les fois où j'ai accepté sans réfléchir d'être mise en avant, sans jamais me demander ce que ça te faisait. Et tu n'as pas à t'excuser d'avoir brillé, Claire, ai-je répondu sincèrement. Ce n'était pas ta responsabilité de me créer un espace. Peut-être pas. Mais j'aurais pu être plus attentive, plus présente. Elle a hésité, jouant avec son alliance encore nouvelle à son doigt. Je me demandais, accepterais-tu d'être la marraine de notre premier enfant ? Quand il ou elle arrivera ? Cette demande inattendue m'a émue plus que je ne l'aurais imaginé. Vous prévoyez déjà d'agrandir la famille ? Antoine a souri, échangeant un regard complice avec Claire. Disons que nous ne faisons rien pour l'empêcher. Alors j'en serais honorée, ai-je répondu, sentant qu'une nouvelle page s'ouvrait entre ma sœur et moi. Les semaines suivantes ont apporté leur lot de défis et d'ajustements. Mes parents, malgré leurs bonnes intentions, retombaient parfois dans d'anciennes habitudes interrompant mes histoires, oubliant de me demander mon avis, s'émerveillant excessivement devant le moindre aspect de mon entreprise quand je la mentionnais. Mais contrairement au passé, je ne me taisais plus. Doucement mais fermement, je recadrais la conversation, établissant des limites claires. « Papa, tu m'as coupé la parole », ai-je fait remarquer lors d'un dîner où il s'était enthousiasmé pour une anecdote de golf avant que j'aie pu terminer mon récit. Son visage a rougi de confusion. Pardon, Sophie. Tu disais ? Ces petits moments, ces minuscules réajustements, construisaient lentement une nouvelle dynamique familiale plus équilibrée, plus respectueuse de chacun. Parallèlement, ma vie professionnelle prenait un tournant inattendu. L'attention médiatique suivant la révélation au mariage avait propulsé Voyage Authentique dans une nouvelle dimension. Les demandes affluaient, notre clientèle s'élargissait, et des opportunités de partenariat prestigieux se présentaient. J'avais embauché 3 nouveaux collaborateurs et ouvert un bureau à New York, dirigé par Thomas qui avait sauté sur l'occasion de relever ce nouveau défi. Un matin d'automne, alors que les feuilles des marronniers du boulevard commençaient à dorer, j'ai reçu un appel d'Éric, mon conseiller financier. « Sophie, nous avons une offre. Sérieuse. Très sérieuse. » Un groupe hôtelier international proposait de racheter Voyage Authentique pour 380 millions d'euros, avec la garantie que je resterais à la tête de l'entreprise pendant au moins 5 ans. C'était une valorisation vertigineuse, bien au-delà de nos projections les plus optimistes. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé à Éric, curieusement détaché face à ces chiffres astronomiques. « Professionnellement ? C'est une offre excellente. Mais tu n'as pas besoin de vendre, ton entreprise continue à croître de façon organique, et tu gardes le contrôle total. C'est une question de ce que tu veux pour ton avenir. » J'ai promis d'y réfléchir, sans précipitation. Ce soir-là, plutôt que de consulter mon équipe ou de me plonger dans des projections financières, j'ai appelé une personne que je n'aurais jamais imaginé contacter pour un conseil professionnel quelques mois plus tôt, mon père. « Papa ? Tu as un moment pour parler ? » Nous nous sommes retrouvés au Café du Commerce, un bistrot traditionnel du 15e arrondissement qu'il fréquentait depuis des années. C'était son territoire, pas le mien, un choix délibéré pour équilibrer notre nouvelle relation. Je lui ai exposé la situation, expliquant les détails de l'offre, les implications d'une telle vente, les avantages et inconvénients que j'entrevoyais. Il m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un petit carnet qu'il avait sorti de la poche de sa veste en tweed. « Qu'en penses-tu » ai-je finalement demandé, après avoir vidé ma tasse de café. Il a pris le temps de réfléchir, tapotant son stylo contre ses lèvres, un geste que je faisais moi-même souvent, réalisais-je avec surprise. « Je pense que tu dois te poser une seule question, a-t-il finalement répondu. Est-ce que Voyage Authentique a accompli ce que tu voulais qu'il accomplisse dans ta vie ? Cette question simple m'a frappé par sa pertinence. Mon père, qui avait passé sa carrière à vendre des produits pharmaceutiques sans passion particulière, comprenait intuitivement que mon entreprise avait toujours été plus qu'un simple véhicule de réussite matérielle. Au début, je voulais prouver ma valeur, ai-je admis. Créer quelque chose que personne ne pourrait ignorer. Mais maintenant, a-t-il encouragé doucement.
Maintenant, je veux créer quelque chose qui me survive. Qui ait un impact durable. Qui porte mes valeurs dans le monde. Il a hoché la tête, comme si ma réponse confirmait ce qu'il pensait déjà. Alors tu as ta réponse. La question n'est pas de savoir si l'offre est bonne, elle l'est clairement. La question est de savoir si vendre maintenant te rapprocherait ou t'éloignerait de cette vision. Sur le chemin du retour, marchant le long de la Seine qui reflétait les lumières de la ville comme des joyaux liquides, j'ai médité sur cette conversation. Mon père, que j'avais si longtemps considéré comme incapable de me voir vraiment, venait de me donner le conseil le plus perspicace de ma vie professionnelle. Le lendemain, j'ai refusé l'offre, proposant à la place un partenariat stratégique qui permettrait à nos deux entreprises de croître ensemble, sans fusion. C'était une décision audacieuse, peut-être risquée, mais qui correspondait parfaitement à la femme que j'étais devenue. À l'approche des fêtes de fin d'année, Claire a annoncé qu'elle était enceinte. Lors d'un dîner familial pour célébrer la nouvelle, j'ai observé notre petit cercle avec un regard neuf. Ma mère, qui demandait maintenant mon avis sur les préparatifs de Noël avec une déférence presque comique. Mon père, qui écoutait mes anecdotes professionnelles avec un intérêt authentique, posant des questions pertinentes. Claire, rayonnante dans sa grossesse précoce, qui avait insisté pour que je sois assise à côté d'elle. À la famille, a proposé mon père en levant son verre. Et au nouveau départ. J'ai trinqué, réalisant que j'avais obtenu ce que j'avais toujours désiré, non pas simplement la reconnaissance ou l'admiration, mais quelque chose de plus profond, être vue pleinement pour qui j'étais. Le chemin avait été long et parfois douloureux, mais il m'avait mené exactement où je devais être. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai fait un détour par les bureaux de voyage authentiques. L'immeuble était silencieux à cette heure tardive, mais quelques lumières brillaient encore aux étages des collègues passionnés travaillant sur des projets qui leur tenaient à cœur. J'ai déverrouillé la porte principale, savourant le silence feutré des lieux. Dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur et commencé à rédiger un email à toute l'équipe. Non pas pour annoncer une nouvelle stratégie ou célébrer un nouveau contrat, mais pour partager quelque chose de plus personnel, ma gratitude. Ces hommes et ces femmes qui avaient cru en ma vision, qui avaient travaillé à mes côtés parfois sans même me connaître vraiment, méritaient de comprendre ce que leur confiance avait signifié pour moi. Chers tous, ai-je écrit, il y a 10 ans, j'ai fondé cette entreprise pour prouver ma valeur aux yeux d'un monde qui ne me voyait pas. Aujourd'hui, grâce à vous, j'ai appris quelque chose d'infiniment plus précieux, ma valeur n'a jamais eu besoin d'être prouvée. Elle devait simplement être reconnue d'abord par moi-même, puis par ceux qui comptent vraiment. En écrivant ces mots, j'ai réalisé à quel point mon voyage avait été transformateur. De l'enfant invisible à la femme pleinement accomplie, j'avais parcouru un chemin qui m'avait mené non seulement au succès, mais à une forme de paix intérieure que je n'aurais jamais cru possible. La nuit enveloppait Paris d'un manteau doux, les lumières de la ville scintillant comme autant de promesses. J'ai terminé mon message, les programmé pour être envoyé au matin, et j'ai quitté le bureau, marchant d'un pas léger vers l'avenir que j'avais choisi non plus dans l'ombre, mais dans une lumière que j'avais moi-même allumée.